Monsieur Daniel, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Voilà, comme je le disais tout à l'heure à nos nombreux spectateurs, vous êtes quelqu'un d'inclassable, vous portez plusieurs casquettes. Est-ce que vous pouvez vous-même vous présenter? Écoutez, je vais essayer de me présenter de la manière la plus simple. Moi, je suis gémologue de formation. Et je suis quelqu'un qui a commencé à travailler dans le domaine du diamant très jeune. Donc quand vous dites gémologue, en fait, vous sous-entendez diamant, parce que là, tout de suite, vous nous balancez des termes un peu compliqués. Oui, tout à fait. Je suis spécialisé dans le diamant. Donc, j'ai fait mon petit cursus dans un bureau à Anvers dans les années 90 pour après exercer à Kinshasa et un peu en Angola, un petit peu en Sierra Leone, un petit peu partout où il y avait du diamant à l'époque. En Afrique, j'ai fait mon petit tour. Très bien. Mais ici, en fait, dans cette émission, dans ce magazine Décryptage, ce que l'on cherche à faire, c'est vraiment de décrypter l'information. Et donc, voilà, vous avez fait le diamant, mais en quoi cette expertise sur le diamant vous permettrait, en fait, de décrypter l'information telle que nous avons besoin? Écoutez, quand on parle du diamant en Afrique, c'est un secteur qui est assez sensible. Donc, ce n'est pas la même chose qu'ici en Europe. Donc, le diamant est lié à plusieurs facteurs en Afrique. Vous savez, à l'époque, il y avait le diamant du sang qui était lié à certains conflits armés. Et donc, par rapport à cela, l'expérience qu'on acquiert, c'est celle de pouvoir, en termes généraux, fréquenter différents types de personnalités. On a le petit peuple, les fameux creuseurs dont tout le monde parle, qui sont généralement exploités par les multinationales. Nous avons sur le terrain, lié à cela directement, en quasi généralité sur tous les domaines, l'armée, la sécurité et puis les politiciens qui viennent après. Cela dépend de comment on évolue. Et donc, on a aussi les contacts avec le milieu occidental, le milieu des affaires, la bourse, les banques. Donc, en réalité, le diamant en Afrique est un secteur qui permet, pour quelqu'un qui est comme moi, donc moi je suis congolais d'origine et belge, et donc ça vous permet de fréquenter tous les milieux, et ça vous permet d'avoir une visibilité par rapport à beaucoup plus de choses que le métier de diamantaire lui-même. Voilà, donc si je comprends bien, en fait, dans le milieu du diamant, vous avez l'occasion non seulement de travailler avec pratiquement tout le monde, mais de pouvoir lire la société à travers toutes ses couches, donc les gens les plus simples jusqu'aux plus puissants. C'est à peu près ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait, et ça nous permet aussi de connaître généralement l'état du pays dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, par rapport aux relations que ce business a à avoir avec les autorités. Et donc ça nous permet de lire un certain nombre de facteurs qui sont de l'ordre général politique, en gros, parce que c'est souvent lié, le diamant, l'Afrique et la politique sont fortement liés. Très bien. Écoutez, moi je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc il y a eu des élections en RDC. On ne va pas revenir sur l'affaire qui a été jugée. Je pense qu'aujourd'hui, le débat doit évoluer. Je propose que l'on rentre directement dans la phase dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire on ne va pas refaire les élections. Il y a aujourd'hui un président qui est installé, il y a un ex-président au Congo, chose qui n'était jamais arrivée. Néanmoins, il y a des gens qui disent un peu comme le disait le colonel Janssens à l'époque, avant élection égale après élection. Est-ce que c'est le cas, d'après vous? Écoutez, tous les éléments qui sont à la disposition de ceux qui sont plus ou moins au courant de certaines choses et qui s'intéressent
à la politique congolaise pourrait nous dire que oui, hein, que l'avant est égal à l'après. Mais il faudrait plutôt nuancer cela parce que il y a réellement une opportunité, hein, qui est arrivée, quelle que soit la façon par laquelle c'est arrivé. Il y a une opportunité d'aller vers autre chose. Hein. Donc le président qui est élu, n'est-ce pas, bon, il y a des tendances, hein, pour dire qu'il est élu ou nommé. Bon, nous allons rester dans ce qui me semble le plus, je dirais, nécessaire et important pour le Congo, c'est-à-dire, parlons du président élu. Et donc, il y a une possibilité d'aller vers le changement celui dont on sent que la population aspire. Hein. Ce changement est fortement possible. Maintenant, il suffit que les actes que le président posera se fassent pour que le changement puisse réellement arriver. D'accord. Mais j'ai entendu, j'ai lu en tout cas, il y a M. Sindika Dokolo qui a tweeté en disant qu'il était agréablement surpris par le président Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce votre cas? Ben écoutez, vous savez, je pense que chaque personne réagit peut-être par rapport à des épiphénomènes. Hein. Donc, M. Dokolo a sûrement parlé d'un événement spécifique. Hein. Dans le contexte dans lequel nous sommes, moi j'ai du mal à analyser les choses par rapport à des points essentiels. Je vois les choses dans l'ensemble. Être agréablement surpris, je ne serais pas aussi optimiste que M. Dokolo dans le fond. Sur la forme, probablement, parce qu'il y a des annonces qui sont faites. Il y a des annonces qui peuvent être intéressantes, mais moi je ne juge que sur l'effectivité des annonces. Et donc, pour le moment, il y a beaucoup de choses qui ont été promises par le président, mais dans les faits, on nous parle par exemple des cachots de la NER qui devraient être fermés. Il n'y a aucun élément, probant qui peut nous démontrer que cela a été fait. Hein. Les cachots, quand vous les fermez, vous les identifiez. Et voilà, de la même manière qu'on fait de la communication pour proposer ce qui sera fait, on peut aller avec des caméras, montrer que voilà, parce que c'est quelque chose qui va être révolu. Donc on peut montrer, voilà, tel cachot qui était ici vient d'être fermé, vous voyez, il n'y a rien. C'est sur ce genre de choses que j'attendrai le président. D'accord, mais en même temps, on a vu au lendemain des élections beaucoup de nos compatriotes ici à la diaspora, en Europe en tout cas, être assez mitigés, et à mesure que le président prend son costume de président, beaucoup lui accordent quand même le crédit de se dire mais cet homme a l'air tout à fait honnête, sincère même, et on serait prêt à lui donner une espèce de blanc-seing, de quitus pour évoluer dans son mandat, pour rentrer dans son mandat. Et donc ici, ce que vous dites, c'est étayé par les faits. Hein. On n'a pas encore d'éléments matériels qui nous permettent d'approcher les annonces aux faits. Néanmoins, on a aussi le sentiment qu'il y a peut-être dans la machine un grain de sable, et pas des moindres, qui serait de l'ancien président. On attribue toutes ces lenteurs à l'ancien président Joseph Kabila, le président honoraire, ex-président aujourd'hui. Est-ce que selon vous, c'est aussi, ça serait le cas? Oui, tout à fait, c'est une réalité qui est visible, et dont il lui-même cherche à faire la démonstration. Nous voyons l'ex-président de la République être assez présent dans un début de mandat comme celui de M. Félix Tshisekedi.
les attitudes de l'ancien président peuvent prêter à confusion et laisser les Congolais se poser des questions ou même interpréter les choses d'une manière. On a vu le président revenir dans une tenue qui est un symbole. C'est un symbole et pour un sénateur, ce n'est peut-être pas une tenue appropriée. Donc selon vous, le fait qu'il parade comme ça en tenue militaire, c'est toute une communication? Oui, le président Kabila est quelqu'un qui a toujours évolué dans ce genre de communication. Donc sa tenue vestimentaire n'est jamais neutre. Et là, peut-être qu'en la remettant comme ça, alors que maintenant, il doit être revenu à la vie civile, hein, donc en tant que sénateur, pour vous, ça augure quand même d'une certaine démonstration de force. Oui, des réceptions dans sa résidence privée, des réceptions en tant qu'autorité morale, hein, du FCC comme cela s'appelle, des réceptions dans lesquelles on reçoit tout un aéropage politique, les anciens caciques, et où il démontre vraisemblablement une volonté de vouloir rester dans le jeu politique en tant que cette autorité morale dont le FCC se réclame. Et vu la manière où les élections ont été organisées, vu la manière où nous avons obtenu les résultats, il y a le fait que nous avons deux forces. Il y a la présidence qui est entre les mains de Félix Tshisekedi et apparemment le président Kabila voudrait, par rapport aux résultats qui seraient sortis des urnes, être à la tête du gouvernement, de l'Assemblée nationale et pourquoi pas provinciale, ainsi que des gouverneurs principaux dans la vie politique congolaise. Oui, mais on se souvient tous que la plupart des gens, des observateurs et analystes politiques, étaient sceptiques sur l'organisation des élections. Finalement, elles ont eu lieu. La plupart s'attendaient à ce que Chadari soit élu contre vents et marées. Finalement, ça n'a pas été lui. Et aujourd'hui, si on attribue à Kabila toutes les velléités politiques qu'il y a au niveau du pays, est-ce qu'on ne risque pas d'être à nouveau surpris? Est-ce qu'il ne risque pas encore de nous sortir d'un chapeau une formule dont il a lui-même les recettes? En tout cas, c'est ce qu'il indique. Hein. Il indique vouloir nous surprendre comme il a l'habitude de nous surprendre. Bon, je ne pense pas que le président Kabila ait décidé, comme cela se fait ailleurs, après ses 2 mandats, de passer à autre chose, c'est-à-dire la vie d'un sénateur à vie, dans la sagesse et assez loin des choses même de la vie politique. Je pense que le président Kabila a une volonté qui a été affirmée à plusieurs reprises. Moi, je prends pour exemple sa dernière réunion à la SADC, où il ne disait pas adieu à ses collègues de l'époque, où il leur disait à au revoir. Et donc, nous avons vu depuis 2015 la volonté du président Kabila de rester aux affaires, et cela s'est fait par différentes tentatives. Il y a eu des livres qui ont parlé de la révision constitutionnelle, il y a eu une tentative même en 2015, par les dialogues, il y a eu manifestement une volonté de ne pas aller dans le fond des résolutions de ces différents dialogues qui ont eu lieu, avec une volonté manifeste de trouver une occasion, selon moi, de réviser cette constitution, alors que cela soit fait en amont ou en aval. Le résultat serait le même. D'accord. Parlons des enjeux maintenant. Où qu'ils soient, les Congolais s'attendent beaucoup ou attendent beaucoup de cette mandature de Félix-Antoine Tshisekedi. On en voit qui ont ici arrêté leur contrat de travail pour rentrer au Congo, essayer
de participer à l'effort national, essayer de participer au développement du pays. Il y a de nombreux enjeux, notamment économiques. Est-ce que, selon vous, on peut atteindre ces enjeux? D'abord, quels sont-ils? Et puis, est-ce que, selon vous, le Congo peut prendre un nouveau départ, un nouvel essor à la faveur de cette élection? Je ne pense pas que cette élection puisse se permettre ce genre de choses directement. Je pense que la période transitoire qu'on a recherchée pendant le mandat passé du chef de l'État est arrivée sous la forme d'une alternance au sommet de l'État. C'est une étape qu'on vient de franchir. Le président Kabila a, dans sa stratégie, risqué, n'est-ce pas, le fait de céder la place à M. Félix Tshisekedi de manière démocratique, comme cela a voulu être dit. Mais il est à ce niveau difficile de dire que le changement auquel les Congolais s'attendent, celui qui permette à tout un chacun de faire ses valises à partir de la diaspora et rentrer dans son pays pour participer à la reconstruction du pays, n'est pas possible parce que le système, les individus qui gèrent le système sont toujours en place. Donc vous ne savez pas venir remplacer des personnes qui sont en fonction. Il faudrait que ces personnes aient cédé leur place pour que de nouvelles énergies puissent venir les remplacer. Et encore, sur le point de vue du programme lui-même du président Félix Tshisekedi, c'est un programme qui est difficile à percevoir parce qu'il s'agissait à l'époque du programme de l'UDPS. Il y a eu entre-temps une alliance avec M. Vital Kamerhe qui a produit Cash. Le programme de Cash pendant la campagne présidentielle n'a toujours pas été expliqué. Maintenant, on sait qu'il y a eu un accord entre Cash, monsieur le président Félix Tshisekedi, et le FCC, entre guillemets, le président Kabila. C'est aussi un accord que le peuple et les Congolais ont du mal à comprendre. On nous parle de deal. Nous restons beaucoup dans le secret. Rien n'est clair. Jusqu'à présent, le seul accord que nous avons pu voir, c'est celui qui était de Genève et qui était un accord peut-être avec ses défauts, mais au moins les Congolais ont pu savoir de quoi il s'agissait. Mais en attendant, dans le reste, aujourd'hui, les accords sont plutôt secrets et donc avec le secret, il est difficile d'arriver au changement et à la lumière. Très bien, passons à la lecture internationale, géopolitique. On nous a parlé, juste avant les élections, d'une influence russe, même d'une influence chinoise. Les éternels américains sont là. Où sont-ils? Comment se déplacent les plaques tectoniques, les plaques politiques en RDC actuellement? Bon, quand on parle d'influence chinoise et on parle d'influence russe, c'est généralement un domaine réservé au président Kabila qui a des relations personnelles. Pas d'État à État. Généralement, ça n'a pas été démontré. Il y a eu quelques accords militaires signés avec la Russie, mais bon, qui n'ont pas montré leur effet sur le terrain. Avec la Chine, c'est la même chose. Donc, je considère généralement les relations qu'auraient des pays comme la Chine et la Russie comme des relations plus ou moins, encore une fois, secrètes qui vont dans le sens des intérêts du président Kabila. Maintenant, l'interlocuteur que nous connaissons, que nous voyons sur la place publique, à chaque fois qu'il a fallu qu'il y ait une intervention, ce sont les Américains qui se montrent être les plus engagés dans les problèmes congolais, autant par le départ du président Mobutu à l'époque, l'arrivée du père de l'ex-président Kabila, et par les différentes interventions pendant
les concertations. On a vu l'ambassadrice des Nations Unies américaine arriver à Kinshasa et nous promettre des élections pour 2018. Et ces élections ont eu lieu un jour avant 2019. Donc pour moi, réellement, l'interlocuteur, celui qui fait que les Congolais puissent voir ou lire la situation géopolitique, ce sont les États-Unis. Et dernièrement, on a pu voir que par rapport à tout l'aéropage international, encore une fois, les Américains se démontraient avec le conseiller spécial pour l'Afrique centrale, M. Pham, et qui s'est rendu à Kinshasa, qui a rencontré le président Félix Tshisekedi et qui a tenu des propos plus ou moins clairs. On a vu aussi que ce sont les États-Unis qui ont été les derniers à porter des sanctions sur M. Langa, qui est le président de la CENI, sur le président de la Cour constitutionnelle et sur le président de l'Assemblée nationale. Donc, on voit aussi aujourd'hui, je perds son nom, M. Nagui, je pense, qui aussi s'exprime au nom des États-Unis et d'une manière assez claire. Les États-Unis sont prêts à travailler avec M. Tshisekedi dans le cadre de la lutte contre la corruption et par rapport à tout ce dont les États-Unis, entre guillemets, ont toujours reproché à l'ancien régime. D'accord. Et donc, en quelques mots, où se trouvent aujourd'hui les Français et surtout, je dirais, nos éternels Belges dans cette géopolitique? Mais écoutez, je pense qu'ils se trouvent embarqués peut-être dans la suite des États-Unis? Évidemment. Généralement, ces trois pôles ne s'opposent que très peu de manière publique. Maintenant, dans le fond, il y a parfois des divergences, mais les choses font que dans le milieu occidental, ce sont les États-Unis qui mènent la danse et la France suit. Et sur différents types de théâtres au niveau international, c'est ce qui se passe. Et la Belgique, généralement, est en total accord avec ce qui se fait, en tout cas en République démocratique du Congo, avec les États-Unis. Donc, on a vu à un moment donné les Belges se montrer très pressants. Hein, c'était juste avant la campagne. Et je pense que c'est un jeu de rôle. Les Français aussi ont donné l'impression, à un certain moment, après les élections, avec le ministre des Affaires étrangères françaises qui a pris position. Donc, tout ce petit monde joue son rôle, mais en me donnant l'idée qu'ils vont tous dans le même sens. Et le sens que je lis, c'est la fin de M. Kabila et le départ de M. Kabila vers quelque chose de nouveau, quitte à ce qu'il y ait de nouveaux dialogues dans la scène politique congolaise, parce que on a la Mouka qui est là, qui est loin d'être un cheveu dans la soupe, qui serait quasiment une poutre dans l'œil du président Félix Tshisekedi, et avec lequel il va falloir à un certain moment trouver des solutions. Est-ce que vous pensez que tout ce monde doit se diriger vers un parti unique où la Mouka aurait rejoint Cash et que Cash lui-même est déjà allié au FCC? Bref, faire de cet immense pays, de lui proposer une espèce de parti unique un peu à la chinoise. Ben écoutez, c'est une expérience que nous les Congolais avons déjà vécue et je ne pense pas que nous soyons... Je ne pense pas que le peuple congolais soit en mesure d'accepter ce genre de choses qui pourraient être proposées à certains. Peut-être que dans l'esprit de M. Kabila, qui n'a pas vécu en tant que, comment je pourrais dire, s'aggraver dans le temps, où cela peut s'estomper.
Alors, quand on parle de libération des prisonniers politiques, quand on parle d'un ministre de la Justice qui serait intègre et qui n'aurait rien à voir avec la machine du passé, quand on parle de revoir les salaires des militaires, quand on parle de certains aspects sociaux, on est dans les attentes des Congolais. Et donc, il est fort probable et fort souhaitable que M. Tshisekedi fasse ce qu'il dit. Il dit, généralement, dans ses interviews, vouloir changer les choses. Mais je parlais de la mandature. Est-ce que, selon vous, on voit déjà, il a lancé des signes assez forts quand il dit que plus jamais les Congolais n'auront à être arrêtés parce qu'ils seraient pris à sa personne, enfin, du moins, il aura injurié. Est-ce que ce sont des éléments qui nous... Injurié, bon, vous savez, le code pénal congolais, vous et moi, vous m'injuriez à Kinshasa, et quand il est considéré que ce sont des injures, vous pouvez être poursuivi en justice. Je ne pense pas qu'il ait dit qu'il était ouvert à l'injure. Aux attaques. Aux attaques politiques. Okay. Aujourd'hui, si on le considère comme un traître, par exemple, parce que ça peut être dit par certains, il laisse faire. Monsieur Martin Fayulu a la possibilité de dire ce qu'il veut, en tout cas pour le moment. Et c'est de très bonne guerre. Et il a donné l'impression de vouloir aller dans ce sens. Et ce sens, c'est bien la démocratie que nous cherchons. S'il arrive à assumer le fait d'être critiqué, le fait que les Congolais puissent dire ce qu'ils pensent de lui, ben c'est déjà quelque chose. Donc d'une certaine façon, on est déjà entré dans une autre ère où on voit clairement ce qu'on pourrait appeler un opposant politique parader dans tout le pays, ce qu'il n'a même pas su faire au moment où il était candidat, hein, au moment où justement la loi électorale lui permettait en théorie de faire ses déplacements. Aujourd'hui, à la faveur de la présidence, du moins de la gestion de la politique de M. Félix Antoine Tshisekedi, il arrive à le faire tout simplement sans être dérangé. Voilà, on est déjà entré dans autre chose. Oui, et si c'est une stratégie que de laisser rentrer les Congolais pour une période dans cette chose-là, généralement les Congolais ne lâchent plus ce que vous leur avez donné. C'est-à-dire, ce fait, pour moi, il va être très difficile demain de faire un rétropédalage. Donc nous évoluons. C'est un acquis. C'est un acquis, en tout cas démocratique. Il faut que le peuple le considère en tant que tel. D'accord. Bon, venons-en à 2023, hein. Vous parlez de 2023. Ces élections, on a vu, c'était les premières, du moins elles avaient une connotation. Il y a eu des élections en 2006, hein, et on a eu en 2011. Mais qu'est-ce qui fait que celle-ci était particulière? On a vu les gens particulièrement mobilisés, comme jamais ce ne fut le cas. On a vu les gens y croire. Comment se fait-il qu'on soit passé à ces élections insipides, sans saveur, à ces élections pleines d'ardeur et de promesses? La fin d'un règne. La fin d'un règne, la volonté du peuple de voir M. Kabila s'en aller, la volonté du peuple de voir autre chose que les 18 ans qui lui ont été proposés, font que ces élections ont eu un goût totalement différent. Même les résultats ont un goût assez spécial. Hein. Il y a des questions qui se posent qui font que les choses évoluent. Elles évoluent. Elles donnent l'air d'évoluer moins bien qu'on aimerait, mais dans le fond, nous sommes en 2019, n'est-ce pas? Le président de la République s'appelle Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a des tractations pour qu'il y ait un gouvernement. Ce gouvernement-là donnera l'indication au peuple congolais de ce que sera
la mandature de Félix Tshisekedi. Tout dépend de ce gouvernement-là et de la manière dont il sortira. Et par rapport au bras de fer ou pas qu'il y aura, c'est à ce moment-là que nous pourrons déjà nous projeter en 2023. Pour le moment, nous sommes à la phase où est-ce que c'est M. Kabila qui va imposer un gouvernement pour faire ce qu'il a dans son esprit, ou c'est M. Félix Tshisekedi qui réussira à imposer un gouvernement qui fera ce qui est dans son esprit à lui. Très bien, mais une question subsidiaire, vous parlez de gouvernement. Est-ce que dans un pays comme la RDC, on peut parler de l'autorité effective, sans parler de l'armée? Bien sûr, admettons que demain, il y ait un gouvernement qui soit un gouvernement, blanc comme neige, un gouvernement mettant du cash. Est-ce qu'on peut escompter un changement tant que l'armée tient encore les rênes du pays, tant que ce sont les mêmes acteurs de l'armée qui sont aux commandes? Bon, quand on parle d'armée déjà, en République démocratique du Congo, il faudrait savoir que ce n'est pas un corps homogène. L'armée, il y a la garde républicaine qui est une armée dans l'armée, et puis il y a l'armée régulière, déjà. Et parler de l'armée en général, qui serait un bloc uni derrière un individu par exemple, c'est une erreur. C'est-à-dire, c'est un problème de moyens, c'est-à-dire, c'est un problème de dotation, c'est pas un problème idéologique. C'est-à-dire aujourd'hui... Non, mais il y a dans l'armée ce qu'on appelle des grades, il y a dans l'armée ce qu'on appelle une hiérarchie. Dès l'instant que vous avez des généraux qui sont à la solde, mettons, d'un autre pouvoir, est-ce que ça ne pose pas problème? La problématique de l'armée, vous pouvez l'observer partout. Vous savez, le président Yahya Jammeh avait fait pratiquement 20 ans au pouvoir. Il avait aussi une armée qu'il avait façonnée, mais vous avez vu comment ça s'est passé. Au moment où l'armée doit faire ce qu'elle fait, doit faire ce qu'elle doit faire, elle le fait. Le président Mobutu aussi avait une armée qu'il avait façonnée pendant 30 ans, et puis